What animal do you like? I think I like monkeys. Je persiste à croire que les moments les plus perturbants commencent souvent par quelque chose d'innocent. Cet après-midi-là semblait banal. Un décor familier, des gestes répétés, des sourires convenus. Tout respirait la répétition. Et c'est précisément pourquoi le moment où cette répétition s'est brisée a été si brutal. Avant même de comprendre ce qui clochait, je savais que ce n'était pas une simple perturbation. C'était comme si quelqu'un avait déchiré un décor maintenu en place depuis des années par la discipline et des accords tacites. Je me souviens que ma première réaction n'a pas été la panique, mais la confusion. Comment une situation si soigneusement orchestrée pouvait-elle basculer si brutalement ? J'ai vu un enfant se comporter comme tous les enfants, regarder, poser des questions, parler sans retenue. Mais j'ai aussi vu les adultes autour de lui se figer instantanément. Cette combinaison était révélatrice. L'innocence d'un côté, le contrôle absolu de l'autre. Ce contraste laissait clairement entendre qu'il y avait là bien plus qu'une simple erreur de protocole. Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle l'atmosphère a changé sans même que le public s'en aperçoive. En apparence, tout le monde souriait et saluait. Mais en réalité, quelque chose d'autre se tramait. J'ai perçu cette tension, non pas le chaos bruyant d'une crise, mais les gestes discrets et efficaces de personnes conscientes que chaque seconde compte. C'est le genre de tension qui ne naît pas d'un malentendu, mais d'une prise de conscience. J'ai commencé à me demander pourquoi ces mots prononcés par un enfant avaient eu un tel impact. Les enfants disent des choses inattendues tout le temps. D'habitude, on les ignore, on les minimise, on les ignore avec affection. Pas cette fois. Cette fois, on les a écoutés. Non pas avec tendresse, mais avec sérieux. Cela seul était un signal. Quand les adultes réagissent, comme si une alarme s'était déclenchée, cela en dit plus long sur le système que sur l'enfant. J'ai immédiatement commencé à chercher des schémas dans ma mémoire. Non pas par goût du sensationnalisme, mais parce que l'expérience m'a appris que de telles réactions sont rarement isolées. Elles sont ancrées dans la mémoire, dans des avertissements antérieurs, dans des dossiers qu'on espère ne jamais avoir à rouvrir. La rapidité avec laquelle tout a été raccourci, repositionné et fermé trahissait une routine. Ce n'était pas de l'improvisation. C'était quelque chose de répété à un moment donné pour un scénario qu'il vaut mieux ne pas évoquer. Une question troublante a surgi: que se passe-t-il lorsque la vérité ne circule plus d'en haut vers le bas, mais de bas en haut? Lorsqu'un enfant sans arrière-pensée exprime quelque chose que les adultes tentent de contrôler depuis des années, c'est peut-être précisément ce renversement qui était si déstabilisant. Le pouvoir est habitué à parler non, à écouter les voix inattendues. Ce qui a rendu cette situation particulièrement tendue, c'est son caractère public. Cela ne s'est pas passé dans un lieu clos, mais au vu et au su de tous. Les caméras tournaient, le public était témoin. Pourtant, la véritable histoire se déroulait juste derrière les caméras. Cette dualité, visible et invisible, est caractéristique des institutions qui prospèrent grâce au contrôle. Elle fonctionne tant que ces deux dimensions restent séparées. Dès qu'elles se rencontrent, des tensions apparaissent. J'ai remarqué que mon analyse portait moins sur cet instant précis que sur ce qu'il révélait, sur la vulnérabilité des systèmes, même les plus fermés, face à une honnêteté spontanée, sur le poids des paroles sans calcul. N'est-ce pas précisément pour cela que l'innocence est parfois perçue comme plus dangereuse que la critique? Alors que les images repassaient en boucle, je restais obsédé par ce qui n'était pas dit. Aucune explication directe, aucune assurance, aucun déni souriant. Ce silence était révélateur. D'après mon expérience, un tel silence ne signifie pas qu'on n'a rien à dire, mais que chaque mot comporte un risque. Et quand même le déni devient trop risqué, on sait que la sensibilité sous-jacente est profonde. J'ai aussi commencé à m'interroger sur ce que cela révèle de la transparence. Nous vivons à une époque où l'ouverture est certes encensée, mais contrôlée. On ne partage que ce qui arrange les choses. Or, ce qui s'est passé ici ne rentrait nulle part. Ce n'était ni prévu, ni vérifié, ni approuvé. C'est peut-être là le cœur du malaise, non pas dans le contenu des propos en eux-mêmes, mais dans le fait qu'ils ont défié tout cadre établi. Avec le recul, ces premiers instants m'ont paru insurmontables. À l'époque, personne ne savait où cela nous mènerait. Mais je savais qu'il était impossible de retrouver cette maîtrise de soi qui allait de soi. Une fois qu'on a remarqué quelque chose, on ne peut plus l'ignorer. Cela vaut pour les mots, mais aussi pour les réactions. Leur intervention en disait long. Je pose délibérément une question ouverte car elle marque le point de départ de tout ce qui suit, que révèle un système lorsqu'une simple phrase d'enfant suffit à dévoiler ses réflexes les plus profonds. La réponse réside peut-être non pas dans les paroles de l'enfant, mais dans l'interprétation qu'en ont faite les adultes. À partir de ce moment, j'ai porté un regard différent sur tout ce qui a suivi. Non pas avec sensationnalisme, mais avec attention. Car si quelque chose d'apparence insignifiante provoque un bouleversement aussi important, ce n'était jamais vraiment insignifiant. Cela n'était simplement pas encore visible. Tandis que les premières images se répétaient et que l'attention du public s'attardait superficiellement sur ce moment enfantin, mon regard se porta sur ce qui se tramait en coulisses.
Derrière chaque sourire forcé se cachait une autre réalité perceptible seulement à ceux qui savent la déceler. Je voyais des routines se briser avec une précision indigne de l'improvisation. Cette constatation me hantait, car la panique est chaotique, mais ici tout était ordonné, et l'ordre est synonyme de protocole. J'ai entrepris de reconstituer les événements comme je le fais souvent lors de crises institutionnelles. Non pas en analysant les paroles, mais les actes. La réduction du programme, le remaniement des postes, le repli précipité, il ne s'agit pas de changements superficiels, mais de signaux. Il révèle qu'un discours interne diffère de ce qui est visible de l'extérieur. Et plus l'écart entre ces deux discours est grand, plus la tension est forte. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle de vieux réflexes se sont activés. J'ai reconnu le schéma des organisations bâties sur le secret. On ne discutait pas de l'opportunité d'intervenir, mais de la manière de le faire. Cela signifie que ce scénario existait déjà. Peut-être pas dans les moindres détails, mais comme une possibilité. Ce seul fait en dit long sur la nature de la peur qui était ici évoquée. On ne se prépare pas à l'innocence. Dans ma tête, j'ai commencé à reconstituer le puzzle. Pourquoi une remarque en apparence anodine activerait-elle des mécanismes si profondément ancrés ? La réponse résidait probablement non pas dans les mots eux-mêmes, mais dans leur reconnaissance. Non pas pour le grand public, mais pour un petit groupe de personnes entraînées à déceler des schémas là où d'autres n'entendent que du bruit. Lorsque ces personnes se mettent soudainement en alerte, c'est rarement sans raison. J'ai réfléchi au fonctionnement des protocoles. Ils ne sont pas conçus en fonction des probabilités, mais des conséquences. On ne les active pas parce qu'un danger est avéré, mais parce que les conséquences seraient trop graves si on l'ignorait. Dans cette perspective, la réaction est devenue plus compréhensible, mais aussi plus inquiétante. Elle laissait entendre que les propos tenus, aussi innocents fussent-ils, faisaient écho à une notion autrefois considérée comme un risque sérieux. J'imagine qu'à huis clos, on n'a pas abordé la question sous l'angle de l'émotion, mais plutôt en fonction du contexte. Où l'enfant a-t-il bien pu entendre cela ? Qui était présent ? Quelle pièce avait été récemment visitée ? Ce ne sont pas des questions qu'on se pose après une blague de mauvais goût. Ce sont des questions qu'on se pose lorsqu'on soupçonne une fuite d'informations. J'ai constaté que mon analyse s'éloignait de plus en plus de l'idée de coïncidence. Les coïncidences existent, bien sûr, mais rarement sous une forme aussi concentrée. Le fait que la réponse ait été si unanime, si parfaitement orchestrée, témoigne d'un cadre de référence commun. Les gens savaient ce que cela pouvait signifier même s'ils n'osaient pas le dire ouvertement. Et quand des personnes se comprennent sans un mot, il y a généralement une histoire. Ce qui m'a également frappé, c'est l'absence de démenti immédiat. Dans bien des situations similaires, on rit, on minimise et on balaie d'un revers de main les problèmes. L'humour est une arme redoutable pour désamorcer les tensions. Ici, il n'a pas été utilisé. Cela signifiait que minimiser la situation était jugé trop risqué, comme si toute tentative de minimisation ne ferait qu'empirer les choses. C'est une situation plutôt rare. J'ai commencé à me demander combien de fois par le passé de tels moments avaient été étouffés avant même d'être révélés. Combien de fois le protocole a-t-il triomphé de la transparence simplement parce que les circonstances le permettaient ? Cette fois-ci, la chose n'a pas été si facile à réprimer précisément parce que le point de départ était si inattendu. Il n'y avait ni ennemi, ni manifestant, ni journaliste, juste un enfant. Et c'était peut-être là l'élément le plus perturbateur. Les systèmes sont conçus pour reconnaître les menaces externes. Ils sont beaucoup moins à l'aise avec les perturbations internes inoffensives. Un enfant ne correspond pas au profil de risque classique. Cela rend la réaction d'autant plus révélatrice. Cela montre que la peur n'est pas toujours rationnelle, mais plutôt ancrée dans l'histoire. En réfléchissant à tout cela, j'ai compris qu'un élément déclencheur s'était produit et qu'il serait difficile de le maîtriser. Un protocole peut gérer une situation, mais il ne peut pas dissiper les doutes. Et maintenant, il y avait des doutes tant en interne qu'en externe. La seule différence était que personne à l'extérieur ne savait précisément à quoi ces doutes étaient censés être confrontés. Je pose ici une question ouverte qui a orienté mon analyse. Que se passe-t-il lorsque les protocoles l'emportent sur les mots ? Lorsque la réaction en dit plus que le déclencheur, c'est peut-être à ce moment-là qu'une organisation se trahit, non par ce qu'elle partage, mais par ce qu'elle tente de protéger. À partir de ce moment, il était clair que cette histoire ne se limiterait pas à un seul incident. La réaction avait laissé des traces, et ces traces ramenaient inévitablement au passé. Car les protocoles ne sont pas créés ex nihilo, ils sont le fruit de peurs d'erreurs et d'avertissements passés. Et quiconque entreprend de les soulever découvre rarement quelque chose de rassurant. Dès l'instant où j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mon attention s'est portée sur le passé. Non par nostalgie, mais parce que les institutions n'inventent pas leurs réflexes sur le champ. Elles les héritent. Chaque protocole, chaque intervention abrupte porte l'empreinte d'un dysfonctionnement antérieur ou d'une menace perçue. Ce qui s'est passé ici résonnait comme un écho, et les échos ont toujours une origine.
J'ai commencé à percevoir des schémas là où je ne les avais pas remarqués auparavant. Des fragments de souvenirs, de vagues allusions dans d'anciennes analyses, des moments où quelque chose avait été écarté comme symbolique, métaphorique ou sans importance. Isolés, ils semblaient anodins. Remis en contexte, ils prenaient tout leur sens. C'était comme si des pièces de puzzle disparates rangées dans différentes boîtes pendant des années s'étaient soudainement retrouvées sur la même table. Ce qui m'a particulièrement fasciné, c'est le comportement du langage au sein de systèmes clos. Certains mots ne disparaissent pas tout simplement. Ils sont stockés, codés et répétés en cercle fermé jusqu'à perdre leur contexte d'origine tout en conservant leur signification. Lorsque de tels mots réapparaissent inopinément, surtout prononcés par une personne inattendue, c'est un choc. Non pas parce qu'ils sont nouveaux, mais parce qu'ils évoquent quelque chose de délibérément refoulé. J'ai remarqué que mon analyse portait moins sur le sens littéral des propos que sur la reconnaissance. Sur ce moment où l'on entend quelque chose et où l'on se dit « j'ai déjà entendu ça, mais ça n'aurait jamais dû être là ». Ce genre de reconnaissance est inquiétant car il sous-entend que le contrôle est perméable. L'information même enfouie peut s'infiltrer de manière imprévue. Dans mes propres réflexions, je me suis demandé si nous ne sous-estimions pas la finesse d'observation des enfants. Non pas au niveau des dossiers ou des détails, mais au niveau des schémas. Ils perçoivent les tensions, les répétitions, les silences qui pèsent lourd. Ils répètent les mots, non pas parce qu'ils en comprennent le sens, mais parce qu'ils sentent que ces mots sont différents, chargés de sens, et c'est précisément pour cela qu'ils s'en souviennent. Cette réflexion m'a mené à une conclusion troublante. Il ne s'agissait peut-être pas d'une fuite d'informations, mais d'un miroir, le reflet de quelque chose de profondément ancré dans l'environnement. Quelque chose que les adultes avaient tellement pris l'habitude d'ignorer qu'ils en avaient oublié qu'il était audible, qu'il pouvait être perçu par quelqu'un qui ignorait qu'il n'était pas censé l'entendre. J'ai aussi commencé à comprendre combien il est dangereux de rejeter systématiquement comme simple coïncidence tout ce qui ne correspond pas au récit officiel. La coïncidence est une notion rassurante. Elle nous exonère de toute responsabilité. Mais lorsque les coïncidences se répètent inlassablement, ce n'est plus une coïncidence. C'est alors un signal d'alarme. Et ignorer les signaux d'alarme, c'est précisément ce qui rend les systèmes vulnérables. Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle les souvenirs enfouis semblaient se réactiver. Des personnes qui n'avaient plus aucune raison de se souvenir de certains fichiers depuis des années savaient soudain exactement où ils se trouvaient. Ce n'est pas un hasard. Cela signifie que cette connaissance n'avait jamais vraiment disparu, mais seulement persisté attendant le moment propice pour redevenir pertinente. Je réfléchissais à la manière dont l'histoire se transmet au sein des institutions. Elle ne se fait pas de façon linéaire, mais de façon fragmentée. Certaines histoires sont racontées, d'autres sont discrètement archivées. Mais archiver ne signifie pas effacer. Cela signifie simplement qu'elles attendent le moment où elles retrouveront leur sens. Ce moment semblait être celui-ci. Cela a élargi le champ de mon analyse. Il ne s'agissait plus seulement de sécurité ou de protocole, mais de mémoire. De mémoire institutionnelle pour être précis. De ce dont on se souvient, de ce qui est oublié et de ce qui est sciemment omis. Lorsqu'une telle mémoire est activée de manière inattendue, la panique s'installe. Non pas parce que les gens ne savent pas quoi faire, mais parce qu'ils savent ce qui a mal tourné par le passé. Une idée me hantait: combien de fois nous sommes-nous persuadés qu'une chose était symbolique simplement parce qu'il était trop difficile de la prendre au pied de la lettre. Le symbolisme est un bouclier utile. Il abstrait la menace. Mais lorsque l'abstraction devient soudainement concrète, lorsque les mots sont détachés de leur contexte rassurant, ce bouclier s'effondre. Je pose à nouveau une question ouverte car elle est essentielle à la compréhension. Que se passe-t-il lorsque des schémas ignorés depuis des générations sont soudainement reproduits par une personne extérieure au système ? C'est peut-être précisément à ce moment-là qu'une institution est contrainte de se confronter à elle-même. À partir de ce moment, je ne pouvais plus prétendre que cette histoire ne concernait que le présent. C'était une confrontation entre passé et futur, le présent faisant office d'entre-deux inconfortable. Et dans cet entre-deux, il est devenu évident que certaines choses ne disparaissent pas simplement parce qu'on les ignore. Elles s'estompent simplement de notre champ de vision jusqu'à ce que quelqu'un les prononce à nouveau à voix haute. Plus je me plongeais dans cette histoire, plus j'avais la conviction qu'il ne s'agissait pas d'un problème nouveau, mais d'une vieille histoire qui ne resterait plus enfouie. L'histoire, je le réalisais à nouveau, ne disparaît jamais vraiment. Elle se métamorphose, se réfugie dans les archives, les journaux intimes et les notes de bas de page, mais elle demeure présente comme un courant sous-jacent. Et parfois, aux moments les plus inattendus, elle refait surface. J'ai commencé à examiner plus attentivement comment les générations précédentes avaient géré les observations dérangeantes. Non pas en les niant d'emblée, mais en les redéfinissant. Ce qui ne rentrait pas dans le cadre rationnel de l'époque était qualifié de symbolique, de poétique, de sentimental. Ainsi, l'urgence s'en trouvait amoindrie. On pouvait le préserver sans avoir à agir. Je voyais ce mécanisme à l'œuvre à nouveau, mais cette fois, il semblait défaillant.
Ce qui m'a le plus frappé, c'est la fréquence à laquelle les documents historiques manifestent le même réflexe minimisé pour préserver la stabilité. Les institutions ne sont pas faites pour intégrer des éléments inexplicables, elles sont faites pour maintenir l'ordre. Tout ce qui menace cet ordre est d'abord transformé en quelque chose d'inoffensif. Ce n'est que lorsque cela devient impossible que la confrontation survient. Et la confrontation est toujours d'autant plus douloureuse qu'elle est retardée. Dans ma réflexion personnelle, je me suis surprise à m'intéresser moins aux origines exactes de cette phrase qu'à ce qu'elle a déclenché. Elle a fait ressurgir des dossiers oubliés, raviver des conversations interrompues et forcer des gens à établir des liens qu'ils auraient préféré ignorer. Le passé a commencé à se manifester non comme un récit mais comme une structure, et les structures sont tenaces. Je réfléchissais à la manière dont le pouvoir se protège de l'incertitude, par les règles, par la hiérarchie, par le silence. Mais aucun de ces outils n'est efficace contre la répétition. Lorsque des schémas se répètent surtout dans un contexte différent et portés par une autre voix, le système perd son monopole sur l'interprétation. C'est peut-être là la plus grande menace, non pas que quelque chose soit révélé, mais qu'il devienne incontrôlable. Ce qui a rendu cette phase si intense, c'est la prise de conscience qu'il fallait désormais choisir entre deux options difficiles, soit reconnaître que les générations précédentes avaient manqué, ou ignorer des signaux d'alerte, soit persister à croire que tout ce qui se passait n'était que coïncidence. Les deux choix sapent de la confiance, le premier parce qu'il admet un échec, le second parce qu'il devient invraisemblable à mesure que les similitudes s'accumulent. C'est alors que la crise devient inévitable. J'ai aussi constaté la rapidité avec laquelle les rôles individuels se sont transformés. Des personnes auparavant distantes sont soudainement devenues des acteurs centraux simplement parce qu'elles détenaient des connaissances devenues pertinentes. La mémoire historique est devenue une forme de pouvoir, non pas le pouvoir de décider mais celui d'interpréter. Et l'interprétation détermine la direction à suivre. Cela explique pourquoi certaines personnalités se sont soudainement tues, tandis que d'autres ont acquis de l'influence sans annonce officielle. Mon analyse m'a mené à une conclusion troublante. Cette histoire ne portait pas sur un incident isolé, mais sur un héritage, sur la façon dont les peurs, les perceptions et les doutes se transmettent, même lorsqu'ils ne sont jamais explicitement nommés. Ils perdurent dans les comportements, les silences, la manière dont on protège les espaces et dont on pèse ses mots. Et parfois cet héritage trouve une voie inattendue. Je me demandais si ce moment n'était pas inévitable, s'il arrive toujours un point où une réalité soigneusement construite se heurte à l'inacceptable. Peut-être n'était-ce qu'une question de temps avant que cette collision ne se produise. Et peut-être que cette voix devait être innocente pour être prise au sérieux. Car qui écoute vraiment un adulte qui met en garde comparé à un enfant qui dit quelque chose d'inventé? Ce qui a conclu cette section pour moi, c'est la prise de conscience que l'histoire n'est pas un fardeau tant qu'elle reste silencieuse. Elle ne devient un problème que lorsqu'elle se répète. Et la répétition n'est pas un hasard, c'est un message. Que l'on veuille ou non entendre ce message ne détermine pas son existence, mais seulement la douleur qu'il engendre à le reconnaître. À partir de ce moment, il devint évident que la situation échappait désormais à tout contrôle. L'histoire s'était exprimée, non pas par le biais d'un document d'archives ou d'une note de service divulguée, mais par une voix inattendue. Et cela rendait l'ignorer impossible. Dès que l'histoire a commencé à se répandre, tout a basculé. Ce qui était encore perçu en interne comme un problème gérable est devenu un catalyseur externe. J'ai vu comment le récit s'est détaché de son contexte initial et a pris une ampleur inattendue. C'est toujours le point de bascule. Dès que les médias, les politiques et le public s'en mêlent, le pouvoir de donner du sens aux événements change. L'histoire n'appartient alors plus à ceux qui la vivent, mais à ceux qui l'interprètent. Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle cet incident d'abord remarquable a été transformé en question institutionnelle. Il ne s'agissait plus des propos d'un enfant, mais des réactions du système. Le silence initialement perçu comme une forme de retenue a été interprété comme une tentative d'esquive. Et l'esquive engendre la méfiance. Ce mécanisme est aussi vieux que le pouvoir lui-même et pourtant, il semble toujours prendre les gens au dépourvu. J'ai commencé à analyser comment les médias gèrent ce genre d'ambiguïté. Ils comblent les vides, pas toujours par malice, souvent simplement parce que ces vides ne peuvent subsister dans une logique journalistique axée sur la rapidité et l'interprétation. Lorsque les sources officielles restent muettes, la spéculation et l'interprétation prennent le dessus. Il ne s'agit pas d'un complot, mais d'une conséquence de ce système. Quiconque sous-estime ce système en perd le contrôle. Ce qui a rendu cette phase particulièrement explosive, c'est le conflit entre l'innocence et l'autorité. L'enfant symbolise l'honnêteté, la perception sans filtre. Lorsqu'une telle figure devient centrale dans un récit de secret et de pouvoir, une tension morale surgit inévitablement. J'ai vu comment les commentateurs se sont emparés de ce contraste. Non pas parce qu'ils connaissaient la vérité, mais parce que le récit était irrésistible. Et une fois adopté, un tel récit est difficile à corriger. En interne, je sentais bien que la pression montait rapidement.
non seulement de l'extérieur, mais aussi au sein même de l'entreprise. Divers intérêts se manifestaient. Certains souhaitaient de désamorcer rapidement la situation, d'autres attendèrent de voir comment les choses évolueraient. D'autres encore y voyaient l'occasion de régler de vieux comptes ou de soulever des problèmes longtemps ignorés. Une crise est rarement simple. Elle agit comme une loupe sur les tensions existantes. J'ai constaté que ma réflexion personnelle se portait désormais sur la vulnérabilité des institutions, même les plus fermées, face à l'érosion narrative. On peut ériger des murs, rédiger des protocoles, protéger l'information, mais on ne peut contrôler un récit une fois qu'il a touché les cœurs. Et ce récit a touché les cœurs précisément parce qu'il était si improbable. Les gens ne croient pas toujours ce qui leur paraît logique. Ils croient ce qui a du sens pour eux. La dimension politique n'a pas tardé à se manifester. Dès que des questions de sécurité, de responsabilité et de transparence ont été soulevées, l'incident a été sorti de son cadre symbolique pour être placé dans un contexte administratif. C'est une transition dangereuse. Ce qui avait commencé comme un problème interne est devenu une affaire publique. Et les affaires publiques exigent des réponses, pas le silence. J'ai commencé à me demander si ce moment n'était pas inévitable. S'il y avait eu un moyen de limiter l'ampleur de cette histoire une fois révélée. Une divulgation rapide aurait peut-être pu l'atténuer, peut-être pas. Mais une chose est sûre, toute communication tardive accroît le champ des interprétations. Et les interprétations sont sans limite. Ce qui m'a également frappé, c'est la rapidité avec laquelle la dimension humaine de l'histoire a été supplantée par des discussions abstraites, sur les systèmes, sur le pouvoir, sur les secrets. L'enfant s'est effacé tandis que ses paroles sont restées au centre. C'est le paradoxe des crises publiques, celui qui déclenche, tout est souvent celui qui disparaît le plus vite. Il ne reste que le symbole. Je pose à nouveau une question ouverte car elle est essentielle à la compréhension à quel moment un incident devient-il une crise. Non pas au moment où quelque chose se produit, mais au moment où la confiance dans la réponse apportée disparaît. Dès lors, chaque action est lourde de conséquences, chaque silence suspect, chaque explication insuffisante. Ce stade semble avoir été atteint ici. En analysant la situation, il m'est apparu clairement qu'elle dépassait désormais le cadre d'un simple incident. C'était devenu une épreuve. Une épreuve qui mettrait à l'épreuve ma capacité à gérer une vérité inattendue, la perte de contrôle et la pression publique. Et les épreuves révèlent rarement que des défauts, elles révèlent aussi le caractère. Pour moi, ce passage marque le moment où le récit a été définitivement abandonné. Non pas par choix, mais par nécessité. Dès qu'un récit acquiert une légitimité institutionnelle, il devient une affaire collective. Et les affaires collectives ne peuvent être cloisonnées aussi soigneusement conçues soient-elles. Une fois les premières tempêtes apaisées et l'histoire ancrée dans la conscience collective, j'ai compris que ce moment resterait gravé dans les mémoires, non pour ses détails, mais pour sa signification. Non pas pour ce qui avait été dit précisément, mais pour ce qu'il avait révélé. Il existe des événements qui ne se résolvent pas, mais qui bouleversent l'ordre établi. Ils transforment les relations, les attentes, les critères qui servent de référence pour juger tout ce qui suit. Cet événement en était un. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la fragilité de la confiance. Non pas qu'elle disparaisse rapidement, mais parce qu'elle se construit si lentement, des années de communication maîtrisée de silence, soigneusement calculée, et d'une ouverture contrôlée, peuvent perdre leur évidence en un instant. Non par malice, mais par quelque chose de bien plus perturbateur, une honnêteté innocente. Cette idée m'a profondément marqué. J'ai commencé à réfléchir à ce que signifie réellement le pouvoir dans ce genre de situation. Le pouvoir n'est pas la capacité de tout contrôler, mais celle de reconnaître quand le contrôle n'est plus possible. Cela exige un courage différent de la force ou de l'autorité. Cela exige la volonté de tolérer l'incertitude sans chercher immédiatement à la dissimuler. Et c'est là, me semblait-il, que résidait le plus grand défi. Dans ma réflexion personnelle, j'ai constaté que cette histoire m'avait obligé à envisager la transparence différemment. La transparence n'est pas un choix binaire, mais une attitude, une façon d'appréhender la vérité même lorsqu'elle est incomplète, dérangeante ou menaçante. Ce qui s'est passé ici a montré ce qui se produit lorsque la transparence est perçue trop longtemps comme un risque plutôt que comme un fondement. Je me demandais comment l'avenir allait désormais se dessiner, non pas en termes de politique ou de protocole, mais en termes de ton. Chaque silence ultérieur serait comparé à celui-ci. Chaque déclaration ultérieure serait évaluée à l'aune de cette question « Pourquoi maintenant et pas avant ?» C'est là l'héritage durable de ce moment. Il crée un point de repère qui ne s'effacera jamais. Ce qui rend tout cela si complexe, c'est l'absence de conclusion claire. Aucun communiqué de presse ne saurait clarifier la situation, aucune explication ne saurait répondre pleinement aux questions. Et c'est peut-être précisément cette réalité que nous devons accepter. Tout ne peut être résolu. Certaines questions restent en suspens et la maturité consiste à l'accepter, non à exiger des certitudes. J'ai aussi constaté que mon attention se portait désormais sur l'aspect humain des institutions, sur les personnes qui devaient composer avec une réalité transformée. Pour elles, il ne s'agissait pas d'un débat abstrait, mais d'une réalité quotidienne.
Chaque décision devenait plus difficile, chaque considération plus délicate. C'est le prix de la visibilité, mais c'est aussi le prix de la crédibilité. Plus largement, j'ai commencé à percevoir ce moment comme le symptôme d'un changement plus profond. Les sociétés sont de plus en plus réticentes à accepter que le pouvoir échappe à toute explication. Non pas qu'elles veuillent tout savoir, mais parce qu'elles veulent avoir la certitude qu'aucun élément fondamental n'est dissimulé. Il ne s'agit pas de méfiance, mais d'une attente légitime. Et les institutions qui ne le comprennent pas sont à la traîne. Je pose délibérément une dernière question ouverte en conclusion. Que se passe-t-il lorsque la vérité n'est plus transmise d'en haut, mais émerge soudainement d'en bas? Cela nous oblige peut-être à repenser notre conception de l'autorité. Non plus comme source de vérité, mais comme garante de celle-ci. C'est une nuance subtile, mais essentielle. Avec le recul, je réalise que cette histoire n'a jamais vraiment porté sur un incident. Elle était question de réaction de réflexe, de la tension entre contrôle et confiance, et surtout de ce qui se produit lorsque cette tension devient visible aux yeux de tous. Ce moment peut être perturbateur, mais aussi source de renouveau. Tout dépend de la manière dont on le gère. L'avenir nous dira comment cela évoluera, si nous tirerons les leçons de cette confrontation ou si nous tenterons de l'oublier. Mais oublier sera difficile. Car une fois prouvé que même la plus petite voix peut ébranler les grandes structures, le rapport entre pouvoir et vérité sera à jamais bouleversé. Si vous avez lu jusqu'ici, merci de votre attention. Ce genre d'histoires exige du temps, de la finesse et une volonté d'aller au-delà des apparences. Je vous invite à partager vos réflexions. Voyez-vous cela comme une perturbation ponctuelle ou comme le signe d'un changement plus profond? Faites-nous part de vos idées, posez des questions, engagez la conversation. Car c'est précisément dans ce dialogue que nous clarifions nos attentes envers les institutions qui nous représentent.